Merci beaucoup. Effectivement, on m'avait demandé d'être assise à une table ronde, mais vu que donc j'ai pas de slides, mais j'aimerais quand même pouvoir vous voir quand je m'exprime, et aussi remercier le SIMV de s'être engagé à faire une conférence annuelle, mais en coopération avec Animal Health Europe. Une des raisons, c'est que nous avons co-signé, mais j'ai pas d'exemple sur moi, un manifesto, mais Marianne m'en montrera un, sur justement quels sont nos espoirs, nos espérances, et ce que l'Europe peut faire pour nous en tant que... Ah ben voilà, merci. Je suis un peu gênée, mais on les a tous donnés aux parlementaires. Donc voilà, donc on a écrit un manifesto ensemble. Ici, je ne vois pas le logo du SIMV, mais officiellement, il y en a un aussi. Et on a fait ça avec tous nos... Voilà, c'est le modèle unique. On a fait ça avec toutes nos associations nationales et on a traduit dans toutes les langues pour montrer aussi l'unicité de notre message. Même si on a de temps en temps des petites différences entre pays, on reste quand même une industrie soudée et une industrie avec des messages communs quand il s'agit de développer la politique au niveau européen. On m'a aussi demandé de présenter un petit peu comment, sous l'angle de l'industrie, on voit et on va affronter ces enjeux dont vous avez déjà entendu parler. Donc, il y aura peut-être un peu de répétition, mais j'espère que la manière dont je les aborde sera différente et complémentaire à ce que vous avez entendu. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, juste une minute sur Animal Health Europe. Animal Health Europe est une association européenne qui s'occupe de la santé animale, mais qui représente les laboratoires ou les compagnies qui sont actives en Europe et qui développent des médicaments et des vaccins pour les animaux. On a 14 compagnies qui sont membres chez nous. On était 12 avant le mois de juin, maintenant on est 14, bientôt on sera 13. Donc c'est un secteur qui grandit et qui se rapetissit, mais clairement qui a une tendance à la consolidation. On a 17 associations nationales qui représentent 19 pays. Il y en a qui font des binômes, comme la Tchéquie et la Slovaquie, ou la Suède, qui tout récemment s'est alliée avec le Danemark. Mais on n'est pas présent dans tous les pays parce que toutes les compagnies ne sont pas actives, je dirais, au niveau ou bien logistique ou au niveau recherche et développement dans tous les pays. Donc des fois, ça ne sert à rien d'avoir une présence et une organisation qui est quand même relativement grande dans certains pays. Je crois qu'une des plus grandes, c'est le SIMV, mais il y en a aussi en Allemagne. Et dans certains pays, c'est un one-man ou un one-woman show. Mais on est quand même présent dans 19 pays. En tout, on représente 90% des ventes au niveau européen. Donc je pense que je peux, de manière très rassurante et rassurée, dire que je parle au nom de l'industrie européenne devant vous aujourd'hui. Je vais aussi aborder le sujet des enjeux autour de 3 grands axes. C'est le nouvel environnement politique, on en a parlé, mais je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Quels sont les enjeux socio-économiques auxquels seront confrontées l'industrie et comment on va y réagir. Et enfin, les défis à venir. Je vais quand même finir avec quelques petites conclusions, j'espère, un peu plus positives, parce qu'à nous entendre, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ont l'air plutôt négatifs, mais il y a quand même quelques points positifs que je vais mettre en avant. Comme vous avez entendu, ces élections européennes de mai 2019 changent vraiment complètement la configuration du nouveau Parlement européen. Il semblerait que c'est vraiment la première fois qu'il y a autant de renouvellement. Avant, on pouvait parler d'une 50-50. Maintenant, on est vraiment à 2 tiers, 1 tiers. Donc, il y a 2 tiers des personnes qu'on va voir demain, si on peut toutes les voir demain, mais qui vont prendre des décisions pour notre secteur qui sont nouvelles à la politique européenne. Et probablement aussi, beaucoup seront nouveaux à notre secteur. Donc, l'enjeu est très grand. C'est déjà pas facile, des fois, en étant industrie, avec un grand I, ou l'industrie, il y en a qui veulent carrément pas nous parler. Et alors après, il y en a qui n'aiment pas ce qu'on représente, parce que souvent on est perçu comme soutenant des modèles de production qui ne sont pas ceux que beaucoup soutiennent de plus en plus en Europe. Donc un renouvellement, une chute des partis traditionnels, donc il y a une majorité, la coalition telle qu'on la connaissait avant, le PS et le PPE avant ensemble, 2 gros partis, mais s'ils s'entendaient, ben on était bon, on n'avait pas à gérer les moins centristes de l'hémicycle. Maintenant, il y aura une pression des Verts et des libéraux centristes
il faut en tenir compte. Donc les partis eux-mêmes vont devoir concéder plus dans leurs idées, dans leurs rapports, dans leur manière de co-législateurs. Ils devront faire avec les Verts ou d'autres partis, les petits partis, pour obtenir une majorité. Il y a aussi une progression des eurosceptiques, et je ne parle pas seulement de ces récents Britanniques qui ont tourné le dos je viens de le lire dans la presse, qui ont tourné le dos lorsqu'ils viennent de passer l'hymne européen au Parlement européen. Pour eux, voilà, ça ne les regarde pas. Donc il faudra prendre compte de l'impact du Brexit, non seulement sur la composition du Parlement maintenant, mais probablement quand ils vont partir, il y a quand même pas mal de partis qui vont reperdre des sièges. Donc, sauf le PPE, mais tous les autres partis, par exemple les sociaux-démocrates, vont perdre 11 sièges. Les Renew Europe va perdre 16 sièges et les extrêmes, EFDD, comme on les appelle actuellement, vont perdre aussi des sièges. Donc, ce qu'on pense savoir aujourd'hui va changer le 1er novembre ou après, si tout à coup il y a une prolongation du délai. Et il y a quand même les partis animalistes. Il y a trois députés européens qui sont des partis animalistes. Vous avez parlé du parti en France, mais au niveau national, et ça sera important lorsqu'il s'agira aussi d'inclure, parce que beaucoup des textes incluent aussi les membres, le Conseil des ministres. Donc au niveau des ministres, vous aurez 11 pays qui ont des partis animalistes, notamment en Belgique, en Allemagne, en France, en Suède, en Espagne, au Portugal, Italie. Je pourrais vous les donner si vous les voulez. Donc ça fait quand même beaucoup sur 27 pays. Donc c'est un environnement où il faudra s'adapter et être peut-être encore plus empathique, je dirais, sur la manière dont on veut présenter notre secteur. Et même si effectivement d'un point de vue instinctif on a un secteur et on va continuer à vouloir baser notre législation sur la science, je pense, comme vous l'avez dit Loïc, que clairement les other legitimate factors vont de plus en plus rentrer en ligne de compte au niveau de la politique, au niveau européen, et donc auront un impact aussi au niveau international. Mais ça, c'est plutôt une analyse personnelle, mais je pense que c'est aussi lié à cette nouvelle configuration politique en Europe. Quelques enjeux socio-économiques. Donc, non seulement on a ce nouvel environnement politique qui vient se joindre à nos enjeux socio-économiques dans les années à venir. On a quand même parlé de la progression de l'agriculture biologique et le véganisme. Je pense que c'est quelque chose qui touche aussi la France. En tout cas, en Europe, on le voit souvent. J'ai évoqué très, très brièvement le fait que l'agriculture conventionnelle est fortement critiquée. Je pense que ça reste un phénomène qui aura un impact et qui a un impact sur notre secteur, celui de la santé animale. Ce qui est particulièrement pointé du doigt, et tout est un peu lié, c'est cette agriculture dite intensive qui est critiquée. Et ce qui est paradoxal, et de nouveau c'est une réflexion personnelle, je suis arrivée un petit peu plus tôt et j'ai assisté à la conférence de presse que Arnaud a donnée avant. Quand on regarde la manière dont on gère les productions animales beaucoup plus intégrées et beaucoup plus intensives, elles sont souvent beaucoup mieux gérées au niveau de la sécurité animale et la santé animale et de la biosécurité. Les taux de vaccination sont beaucoup plus hauts, donc je peux imaginer les taux de mortalité aussi beaucoup plus bas, et donc on peut sous-entendre un meilleur bien-être des animaux. Mais ce paradoxe ou cette dichotomie ne semble pas difficile à expliquer. Donc il faudra qu'on se mette, pour moi c'est un des enjeux, expliquer que le bio, c'est pas spécialement la panacée pour tout et pour tout le monde. Et je suis pas contre. Hein, je veux dire, il y a des préjugés ou des... Pardon. Donc, et avec ceci, on a aussi tous ces mouvements anti-vax. Je suppose que vous les avez aussi. Et ça, c'est une projection de l'humain sur l'animal, parce que ce n'est pas seulement au niveau des élevages, mais aussi au niveau des animaux de compagnie. Et donc, ça se répercute chez les animaux. Et
de la même manière que l'humain répercute ses comportements alimentaires sur les animaux. On voit de plus en plus des animaux obèses, des animaux qui sont diabétiques, et ce sont toutes des maladies non contagieuses, mais qui sont transmises par l'homme, je dirais, directement par ses comportements. Donc tout ça fait qu'il y a de plus en plus d'enjeux au niveau, pour nous, de l'accroissement du nombre d'animaux de compagnie, mais aussi des problèmes que ceux-ci subissent dus à l'action humaine. Bon, évidemment, je ne vais pas insister, mais je dois le mentionner, sinon vous allez dire que pour nous, ce n'est pas important. Mais l'antibiorésistance, évidemment, on démontre aussi, et j'ai vu des chiffres avant, mais que la tendance de nos entreprises, en prenant très au sérieux ce sujet, ça fait 12 ans au moins qu'au niveau européen, on a repris ce sujet et on a développé une plateforme avec d'autres acteurs de la chaîne agroalimentaire, en particulier avec les agriculteurs, pour parler de l'utilisation responsable des médicaments en général, mais des antibiotiques en particulier. Donc on n'est vraiment pas à la traîne au niveau animal. Au niveau de l'antibiorésistance, ce sont plutôt les humanoïdes, je pense, qui dans les hôpitaux devraient être un petit peu plus sévères dans la manière dont ils traitent leur environnement et leur biosécurité. Mais ceci étant, on n'est pas là pour montrer du doigt, on est là pour dire que nous mettons en œuvre, et nos compagnies se sont engagées au niveau global aussi, et on a identifié, on va publier à travers notre association internationale un petit livre qui décline toutes les actions que les compagnies ont prises. Personnellement, je dis en tant que compagnie, donc corporate responsibility, pour justement aborder et combattre le problème de l'antibiorésistance. Dans la même lignée, il y aura aussi certainement, et je crois que vous l'avez entendu, une recrudescence de dossiers relatifs au bien-être animal dû à la progression des vers au Parlement. On peut, et on sait, parce que j'étais à une de ces associations, une de ces ONG qui sont complètement contre le transport d'animaux d'élevage. Donc il y a une première étape, comme vous avez dit, d'avoir des abattoirs ambulants. Mais je pense que s'ils peuvent, il y aura plus de transport d'animaux en Europe. Et je pense qu'ils vont utiliser cette dynamique verdoyante du Parlement européen, les ONG, pour pousser cet agenda très fortement dans les 5 années à venir. Et vous savez aussi qu'il y aura probablement la fin de la détention d'animaux en cage suite à cette pétition européenne qui a déjà récolté plus d'1 million de signatures et qui obligera la Commission européenne à faire quelque chose, parce que la Commission ne peut pas faire fi de cette initiative. Et une nouvelle, en tout cas peut-être pour moi qui suis dans le secteur depuis longtemps, mais la problématique du bien-être des poissons, et surtout l'abattage des poissons et leurs conditions de vie pour ceux qui sont en aquaculture. Donc là aussi, on aura sûrement à interagir et à être présent dans ce débat qui a déjà commencé. J'ai bientôt fini, j'ai peut-être aussi dépassé mes 10 minutes, je m'excuse. Quelques défis, donc de nouveau un défi que je ne peux pas ne pas évoquer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le nouveau règlement du médicament vétérinaire. Il y aura beaucoup de regarder aussi les interdictions et les restrictions qui sont applicables aux antimicrobiens en Union européenne, ainsi que ceux qui seront appliqués aux produits et aux denrées qui vont rentrer en Europe, la réciprocité dont vous avez parlé. La politique agricole commune, là aussi, soit c'est un texte qui va être repris et adopté sur base de ce qui a été négocié avant ou sous présidence roumaine, ou sous l'ancien Parlement, ou alors certaines ONG demandent une refonte totale du texte, moins de financement pour les agriculteurs, ainsi plus de mesures environnementales pour lutter contre la perte de la biodiversité et le dérèglement climatique. Très simplement dit, et on l'a déjà entendu sous l'ancienne législature, pourquoi utiliser de l'argent de la PAC pour financer le secteur bovin qui, par exemple, produit de la viande rouge qui provoque le cancer. Donc, il y a une inadéquation pour eux. C'est très court, mais c'est la logique qui règne et à laquelle on sera confronté.
Mais ce qui est important, et pour ceux qui vont influencer nos parlementaires, il faut quand même noter que dans la PAC, et grâce à un travail de certains de nos membres, il y a certains amendements qui ont été rajoutés. Donc si jamais on ne change pas le texte, les ONG n'ont pas ne retourne pas complètement le texte, il y a quand même pas mal d'objectifs qui ont été repris sur la santé animale, qui doit être inclus dans les objectifs de la PAC, on doit tenir compte de la prévention des maladies zoonotiques. Donc il y a quand même certains éléments positifs dans cette PAC amendée, et si elle reste pour être telle qu'elle, je dirais, validée, on a quand même certains encouragements qui sont repris. Enfin, et un autre, encore un défi, c'est cette stratégie de l'UE qui est sortie au début de cette année sur la présence de produits pharmaceutiques dans l'environnement. Ce ne sont pas seulement les produits pharmaceutiques vétérinaires, mais aussi humains. Mais là aussi, on va devoir se positionner. Et je dirais un peu comme dans le débat général sur les antibiotiques, c'est oui, on fait partie du problème, donc on peut apporter une solution, mais on n'a pas toute la solution. Donc je pense qu'on devra adopter cette même attitude et ce comportement proactif, mais pas devoir prendre sur nos épaules toute la problématique. Ce qui est un petit peu plus positif, parce qu'il y en a, nos compagnies, de manière générale, je dirais, vont bien. C'est-à-dire qu'elles continuent à vouloir investir en Europe. Elles continuent à volonté. Elle n'a pas l'air d'accord. J'ai un de mes membres qui me fait une grimace. Je me dis, bon, alors une grande partie de nos membres... Et je pense qu'une réflexion que j'ai entendue, parce qu'on critique souvent l'Europe, mais malgré tout, le texte qu'on vient d'adopter, là, ce fameux règlement, offre quand même une certaine stabilité pour nos entreprises. Et ça, c'est un élément positif qu'il ne faut pas oublier. Ça risque de durer 15 ans. C'est peut-être pas la panacée, mais au moins on sait ce qui nous attend les 15 années à venir. Voilà. Jean-Louis, je te remercie. Merci beaucoup, Roxane.